Chers auditeurs, suite à mon introduction sur la cérémonie du thé, que vous aurez pu voir aussi dans la vidéothèque de la bibliothèque Bodmer, j'ai le plaisir de vous présenter des clichés pour suivre le développement d'une invitation, et d'une invitation, je peux dire, assez exceptionnelle. Faisons un saut dans l'histoire. Il y a à Kyoto un temple, un monastère qui s'appelle le Daigoji, fondation impériale datant du IXe siècle, dont il ne restait plus grand-chose, si ce n'est la pagode à 5 étages après la guerre civile de Honin, et qui fut reconstruit à la fin du XVIe siècle par la générosité de Toyotomi Hideyoshi, et qui désirait, ceci en 1598, au printemps 1598, célébrer les floraisons des cerisiers qui étaient particulièrement superbes au Daigoji. Rappel aussi historique, le Japon est en plein dans sa campagne de Corée qui va se terminer en catastrophe, et donc c'est une manière pour Hideyoshi d'essayer d'alléger l'atmosphère et de consoler les veuves ou futures veuves des seigneurs de la guerre qu'il a envoyés en Corée. Et donc, pour célébrer cet événement, qui donna lieu à l'époque à une magnifique célébration des fleurs avec cérémonie du thé, etc., le Daigoji m'avait offert la possibilité d'utiliser un pavillon de thé qui se trouve dans le jardin du Samboin, jardin qui est un trésor national, un petit pavillon qui n'avait plus été utilisé depuis, en tout cas, la guerre du Pacifique. Et donc, il a fallu faire quelques travaux de restauration que j'ai entrepris, et ça m'a permis, le 20 avril 1997, c'est-à-dire jour pour jour, 399 ans après la célébration de Hideyoshi, d'inviter là mon ami Koga Kenzo Chikuseo, mon ami Konishi Heinai, le céramiste. Koga Kenzo était un grand antiquaire et spécialiste de cérémonie du thé, et le révérend Nakada Junna, qui est devenu par la suite le 103e patriarche du Daigoji. Vous allez voir que nous avons été bénis par le temps, il faisait très beau, et vous allez maintenant pouvoir suivre un petit peu ce qu'est une invitation de thé, comment cela se déroule à la saison du brasero. Voilà, nous sommes ici en train de faire les préparatifs. Mon ami, assistant, maître de thé à l'occasion aussi, Sasaki Sohaku Sensei, est en train de préparer le hiire du plateau pour le tabac, que je vais ensuite aller transporter et mettre dans la chambre d'attente où mes invités vont d'abord se rassembler. Dans la chambre d'attente, il y a les trésors du lettré et le livre d'or où ils vont pouvoir signer leur nom. Voilà les deux premiers qui sont arrivés, Koga Kenzo à droite, Konishi Heinai à gauche, et mon assistante Kobayashi-san qui est là pour leur faire les honneurs. Ils se trouvent ici dans les appartements privés du patriarche du Daigoji. Et là, dans une antichambre, il se rencontre avec Nakada Junna, qui à l'époque était administrateur général de l'école Daigo du Shingon, et qui est donc ici à votre gauche. Ils se connaissaient déjà tous, s'étaient rencontrés, et donc c'est une retrouvaille sympathique et vous voyez au niveau de la courbette de l'inclination de mon ami Koga Kenzo, le respect qui est dû à la robe, à un honorable bonze de l'école Shingon.
Voilà la chambre d'attente qui se trouve dans les appartements privés du patriarche. Et vous voyez devant vous un petit plateau à tabac. Sur le petit bureau qu'on appelle le shoin, à gauche, vous avez les instruments pour écrire son nom. Et à droite, vous avez l'alcôve, le tokonoma, avec un document qui est suspendu. Alors ce document qui est suspendu, et d'ailleurs qui m'a permis de me décider à faire cette invitation, c'est une lettre. C'est une lettre écrite par Sorori Shinzaemon, qui était un courtisan de la cour de Hideyoshi, et à qui Hideyoshi a dit Shinza, tu vas écrire une lettre pour décrire cette fête à notre ami Matsui Yukan, qui est trop âgé pour pouvoir venir et donc qui a dû se dédire, qui n'a pas pu venir. Et donc, voilà la lettre dans laquelle Sorori Shinzaemon raconte ce qui s'est passé ce jour-là. Et au milieu de la lettre, vous voyez, il y a 2 lignes avec une reprise d'encre. Et ça, c'est le poème que Hideyoshi a pondu ce jour-là pour cette occasion, Aratamete Nao Kaete Min Miyukiyama. Donc, pourquoi est-ce que tu ne changes pas de nom, mon Miyuki, qui était donc le poème qu'il a pondu ce jour-là. Inutile de dire que Matsui Yukan, probablement, était tout à fait enchanté de recevoir des nouvelles et surtout de savoir que le maître du pays, Hideyoshi, avait pensé à lui et avait donné l'ordre qu'on lui écrive un petit récit de ces festivités auxquelles il n'avait pas pu se joindre. Voilà le bureau, le shoin, et vous avez ici la boîte, l'écritoire, le Suzuribako, et voilà que cet écritoire n'a pas été choisi au hasard. Il représente, ce que vous voyez, le couvercle à droite, il représente le transport d'une pierre qui s'appelle Fujito Seki et qui est la pierre centrale du jardin du Samboin, donc du jardin du Daigoji, pierre centrale dont on connaît l'histoire. C'est la pierre dont l'histoire est la plus anciennement répertoriée dans l'histoire des jardins japonais. Et donc, voilà de quoi écrire votre nom. Koga Sensei, lui, est capable de déchiffrer la lettre de Sorori Shinzaemon. Konishi Heinai est là en train d'écrire son nom. Le révérend Nakada, lui aussi, lit cette lettre avec intérêt. Lettre que d'ailleurs, j'ai eu l'occasion de donner au temple du Daigoji, parce que c'est une page de leur histoire et que cela rejoint leurs très nombreux trésors. Koga Sensei aussi marque son nom, admire le couvercle de la boîte à écritoire, et finalement, après que chacun ait noté son nom sur le registre, sur le livre d'or, la conversation a déjà repris, elle est visiblement animée, elle est gaie, vous voyez les sourires sur les visages, et là, Kobayashi-san, mon assistante, leur apporte un petit peu d'eau très légèrement tiède, très légèrement salée, et qui est là dans le fond pour les désaltérer avant qu'ils ne se dirigent vers le pavillon de thé à travers le jardin. Nakada-san mène leur petit cortège. Vous êtes ici devant le Omote Shoin, donc les pavillons de réception construits ici en 1598. Ils étaient tout fraîchement construits. Et les voilà qui entrent dans le jardin, dont d'habitude le seul autorisé à fouler le sol en est le jardinier lui-même. Ce jardin est donc classé trésor national. Et c'était très émouvant pour chacun d'entre eux d'être autorisé à traverser ce jardin en l'admirant. C'est un des plus beaux jardins de tout Kyoto, de tout le Japon, et aussi
en traversant le pont de terre pour monter à la partie supérieure du jardin dans la direction du pavillon de thé. Les voilà dans le jardin supérieur d'ailleurs dont les motifs de mousse sur gravier blanc représentent une gourde et des coupes de saké, gourde qui était le symbole de Hideyoshi. Et puis, les voilà qui traversent sur les pas japonais un espace. Alors, petite footnote ici, quand j'ai commencé à planifier cette cérémonie du thé dans le Chinryu-thé, je m'étais aperçu que les pas japonais avaient disparu. J'ai demandé où ils étaient, on m'a dit « Ah, ils ont été réutilisés pour ça ». Je leur ai dit « Écoutez, il est probablement bien préférable qu'on les remette à leur place ». Et donc, j'ai engagé un de mes maîtres jardiniers de ma connaissance pour venir replacer les pas japonais à leur place, ou enfin à leur place présumée, replacer de la mousse tout autour, qui s'est depuis complètement assimilée à la mousse locale, mais on voit ici que les pas japonais sont entourés d'un espèce de ruban de mousse plus foncé, qui vient du fait que c'était tout récemment remis en place. Traverser le pont, parce qu'il y a un pont de pierre, et voilà le Chinryu-thé. Le Chinryu-thé, Chin veut dire oreiller, Ryu veut dire le courant d'eau, donc c'est le pavillon de l'oreiller flottant en quelque sorte, et c'est un pavillon dont la légende voudrait qu'il ait été une partie du palais de Jurakudai que Hideyoshi s'était fait construire à Kyoto et qu'il a très vite démembré pour des raisons qui lui étaient propres. Mais le temple, dans les archives du temple, on ne trouve note, mention de ce pavillon qu'à partir de 1707, ce qui voudrait dire que le pavillon très probablement avait été reconstruit ailleurs avant d'être transféré ici par un des princes abbés du Samboin. Et donc, voilà ce pavillon, et vous voyez qu'à droite, vous voyez une espèce de trait rouge horizontal, ça c'est le banc d'attente qui est d'habitude remonté, et qui est articulé, et donc qui est utilisé cette fois-ci. Voilà le banc d'attente, avec les sièges de paille, sur les sièges de paille, le petit plateau à tabac. Vous remarquez derrière le pavillon une espèce de voile blanc de lin avec un bout d'armoirie, et c'est le rideau que j'avais fait faire et fait teindre à cette occasion pour protéger le pavillon de thé des regards des touristes qui se promènent toute la journée à l'intérieur du temple lui-même. L'hôte d'honneur était Maître Koga Kenzo, et vous le voyez ici en train de disposer des ronds de paille sur lesquels ils vont s'asseoir et du petit plateau pour l'usage du tabac. Voilà mes trois invités assis, attendant que je vienne à leur rencontre. Et alors, je sors de la chambre de thé avec de l'eau fraîche et je commence par vider la pierre à eau en arrosant les buissons alentours, puis je verse l'eau pure que je viens de tirer. Je me rince moi-même les mains et la bouche avec la nouvelle eau pour aussi montrer, comme on aurait fait au XVIe siècle, que l'eau que j'avais utilisée n'était pas empoisonnée. Puis, je m'incline et mes invités vont faire usage de la pierre à eau, le tsukubai, que j'avais dû faire aussi restaurer parce que son écoulement était bouché. Enfin bref, rien n'avait été utilisé depuis à peu près une centaine d'années, semble-t-il. Koga Kenzo Sensei
fait usage de la pierre à eau, puis Nakata-san, enfin Konishi Sensei, et ensuite ils entrent dans la chambre de thé et ils y trouvent cette calligraphie. Ceci est un poème. C'est un poème qui dit qu'en cherchant parmi les nouveaux feuillages, je trouve une dernière branche de cerisier en fleurs qui nous fait penser au printemps. Et c'est un poème dû au pinceau d'un prince impérial tonsuré, le prince Dosho Hoshinno, et le titre était les dernières fleurs, ou les fleurs qui restent et qui ressemblent au printemps. Et c'est après la cérémonie du thé terminée, 3 jours après, que Koga Sensei me téléphone complètement excité en me disant « Neser-san, rendez-vous compte, le thème du poème du prince Dosho était le thème de la compétition impériale de poésie du Nouvel An de l'année 1596. » Donc j'étais tombé pile sur un poème contemporain de cette époque. Le dit prince tonsuré a eu une carrière qui est très intéressante lui aussi, et il avait, pendant une brève période, lui aussi a eu un contact très étroit avec la dynastie des Toyotomi. La monture est aussi remarquable dans ce sens que cet objet a appartenu au prince Maeda de Kanazawa, mais la monture, elle, est décorée de motifs de gourdes, de double gourde, qui se trouve être un brocart, qui se trouve être aussi un des symboles héraldiques de Toyotomi Hideyoshi lui-même. Voilà le tatami de service avec la bouilloire sur son brasero de bronze. La bouilloire est derrière le petit écran, le petit byobu qui a 2 feuilles que j'avais moi-même à l'époque peint en reproduisant une peinture classique de l'époque des Yuan, Enji Bansho, le temple lointain et la cloche du soir. C'est son titre, trésor national d'ailleurs. Et donc la cloche en question, que vous voyez mieux ici, qui est encore toute humide, posée sur le brasero. Le brasero contient quelques charbons de bois incandescents, et cette cloche rappelait à mes invités qu'une des raisons, le casus belli qui a permis au Tokugawa d'éliminer la dynastie des Toyotomi en 1615, était justement une inscription sur la cloche du Grand Bouddha de Kyoto que le gouvernement Tokugawa considérait comme une insulte à Tokugawa Ieyasu, le fondateur, et d'ailleurs dont la calligraphie et même le texte étaient dus au prince impérial Dosho dont nous avons parlé tout à l'heure. Et donc commencent là les salutations, les échanges de salutations entre votre serviteur à gauche, Koga Sensei, et les autres invités. Vous leur souhaitez la bienvenue, puis commencez à commenter ce qu'ils ont vu jusqu'à maintenant, c'est-à-dire les objets de la chambre d'attente, et d'autre part le jardin, et d'autre part la calligraphie que vous venez de voir, et la bouilloire qui attend pour commencer à chauffer l'eau. Koga Sensei et moi-même avons joui d'une amitié beaucoup trop courte, mais une amitié absolument sincère, et il me considérait un peu comme son disciple. Là, on commence à commenter la bouilloire et son brasero, puis le service du repas va commencer. Vous avez le bol à soupe
à droite, le bol à riz à gauche, et ce qu'on appelle le mukosuke, c'est-à-dire un peu de poisson cru, un sashimi avec un peu de sauce, dans un récipient ici en porcelaine. Alors, le choix n'était peut-être pas anodin. C'est une œuvre de mon ami Kato Kiyonobu, médecin et potier amateur de haut renom, représentant un papillon. Et le papillon est tout à fait symbole du rêve. D'ailleurs, le papillon se trouvait aussi présent dans la monture de la lettre de Sorori Shinzaemon que vous avez vue au départ. Voilà donc le repas, les couvercles ouverts, et le repas commence. Et avec le repas, avant d'entamer le poisson cru, il va y avoir un premier service de saké. Donc une verseuse de saké en fonte et des petites coupes à saké en lac, décorées de décors de maquillé. Puis viendra un premier plat qu'on appelle Nimono-wan, qui est un brouet avec un poisson, et il s'agit en l'occurrence de hamo, c'est-à-dire de congre. Et le hamo, le caractère chinois pour hamo s'écrit avec le radical du poisson et le caractère yutaka, c'est-à-dire toyotomi, toyo, qui veut dire riche, abondant. Et donc là aussi, il y avait un petit hint à la thématique de Toyotomi Hideyoshi et sa célébration des fleurs. Voilà mes amis en train de déguster leur repas. Et j'arrive ici avec un second service de saké. Puis j'apporte les mets grillés, c'est-à-dire en l'occurrence pousses de bambou. Ce n'était pas encore celle de mon jardin de la campagne, mais c'était des pousses de bambou servies dans un plat de céladon des Song du Sud. Et vous voyez la beauté aussi du contraste du vert des baguettes de bambou avec le céladon lui-même, vert bleu, enfin bleu-vert. Les céladons du Sud sont absolument indicibles de beauté. Et pendant que les pousses de bambou circulent, vient ensuite le hashiarai, c'est-à-dire le petit brouet qui sert à rincer les baguettes, avant que ne soit servi le hassun, petit plateau de bois frais de 8 pouces de côté, carré, et qui contient les goûts de la montagne et les goûts de la mer. Les goûts de la montagne sont des fèves, les goûts de la mer sont des, comment dirais-je, ce sont des gonades d'holoturie séchées, quelque chose de tout à fait délicieux et qui ont été très légèrement grillés. Resservice de saké et qui va être suivi d'un échange de coupes de saké qui fait qu'on se lie d'une amitié fraternelle, l'hôte ayant droit de boire sur estomac vide, ce qui n'est pas évident, 3 coupes de saké abondamment servies par ses invités. Voilà ici que je suis revenu devant Koga Sensei qui m'a offert une dernière coupe de saké avant que je reparte. Vous voyez visiblement au sourire de nos invités que l'atmosphère est détendue, elle est absolument, je dirais, conviviale. Puis sont servis les pickles, les légumes confits, et alors, je savais que mon ami Koga détestait les légumes confits, si bien que quand je lui tends les légumes confits qui sont ici présentés avec de l'eau chaude qui permettra aux invités de rincer leur bol, de boire l'eau de vaisselle et donc de rendre les bols aussi, ou presque aussi propres que s'ils étaient sortis de la vaisselle, et je donc lui confie l'eau chaude, voilà, et finalement je lui tends les pickles avec un petit sourire en coin parce que je sais qu'il n'en a pas envie. Mais ça fait partie du rituel
Donc, très bien, je lui offre les pickles et il a tout à fait compris de quoi il s'agit. Tout le monde se sert, on commence à faire circuler les pickles. Et après le repas terminé, aura lieu le premier service du charbon de bois. Alors, le premier service du charbon de bois est un service, le repas ne doit pas durer trop longtemps, parce qu'autrement, ce qui a servi des 3 morceaux de charbon de bois incandescent qui ont été mis au départ de la cérémonie du thé doivent ne pas être complètement consumés, autrement il n'y aurait plus de quoi faire partir le feu. Donc, il faut calculer très bien son temps, et voilà le service pour le charbon de bois aussi, le conteneur pour la cendre dite Fujibai, la cendre blanche qui va être utilisée plus tard. Ce service, ce plat en raku rouge a été créé par mon ami Konishi Heinai à ma demande, et je lui avais demandé de le faire partiellement oxydé, partiellement réduit, de manière à ce qu'il y ait du rouge et du vert, et faisant en ceci écho au poème dont on disait « Parmi les nouveaux feuillages, je trouve encore une branche de cerisier qui rappelle le printemps ». Nous voici donc en plein service du charbon de bois. Je soulève la bouilloire pour avoir accès au brasero. Et finalement, je dispose du charbon de bois dans le brasero pour finalement rajouter un peu d'encens. J'ai la boîte à encens dans la main gauche. Ensuite, je donne la boîte à encens à admirer sur la demande de l'hôte principal, de l'invité principal, et qui demande aussi à voir tous les autres instruments, y compris le panier, qui est un panier chinois de l'époque Ming, et qui a donc l'âge nécessaire pour être en harmonie avec les autres objets. Voilà, le panier est examiné, même les baguettes de métal qui servent à manier les morceaux de charbon de bois sont examinés avec attention. Puis est servie une douceur avant que les invités ne quittent la chambre de thé pour ensuite attendre d'être rappelés par le son du gong. Et voilà ce qui les attend dehors. Et ils vont donc maintenant reprendre place. Mais vous remarquerez ici qu'ils sont assis dans un autre ordre et que pendant le premier acte, pendant le repas, Koga Sensei était assis près de la bouilloire et près de moi, alors qu'ensuite il sera assis près du tokonoma. Et ici, l'ordre est inversé. Koga Sensei, qui était assis à la droite du cliché, est maintenant assis à la gauche du cliché. C'est intéressant de voir cet équilibre entre le yin et le yang avec lequel on travaille. Moi, je fais mes préparatifs. J'ai amené le seau, enfin le tsurube, c'est pas une jarre à eau, c'est un seau à eau, et le conteneur à poudre de thé dans son sac de brocart. Et j'ai fait un arrangement de fleurs dans un carquois de lac qui rappelle que la célébration des fleurs de cerisier du Daigo a été faite sous haute protection militaire. Arquebusiers, archers, samouraïs de la garde, enfin bref, c'était une affaire où on ne laissait pas de place au risque de quelqu'un qui aurait voulu attenter à la personne du maître du pays, Hideyoshi Toyotomi, qui était loin de faire l'unanimité parmi tous les sujets japonais. Et là, je frappe les coups du gong qui permettront à mes invités de savoir, d'abord de lire mon état d'esprit. Il faut vraiment frapper le gong avec
un calme olympien, une respiration qui est non pas à coups répétés trop rapide, et puis ensuite frappant le dernier coup qui leur donne permission ensuite de prendre place dans la chambre de thé après avoir refait usage de la pierre à eau à ablution. Et voilà donc ce qui les attend à la place de la calligraphie, dans le tokonoma. Et vous voyez ici qu'il y a d'abord un camélia rose double, et puis une petite branche de cerisier de montagne qui a déjà mis ses feuilles et qui de nouveau fait rappel du poème qui se trouvait ici au premier acte. Alors l'immense plaisir pour moi qui était derrière la porte coulissante et qui entendait toutes les conversations dans la chambre de thé, l'espace est minuscule, de constater que Koga Sensei disait « Oh, kore wa Jizo-in no Tsubaki dana » c'est le Tsubaki du Jizo-in. Il l'avait tout de suite reconnu. Et pourquoi le Tsubaki du Jizo-in? J'étais allé une semaine avant visiter l'abbé du Jizo-in avec une enveloppe bien garnie comme il le faut, et en lui disant « J'ai l'honneur de célébrer la cérémonie du thé dans le Chin-ryu-tei au Daigoji à l'occasion de la célébration des fleurs, et j'aimerais pouvoir utiliser un ou deux boutons de votre Tsubaki, de votre camélia. » Pourquoi? Parce que ce camélia avait été ramené de la campagne de Corée par Kato Kiyomasa en cadeau à Hideyoshi, et que Hideyoshi l'avait confié au Jizo-in, dont l'abbé de l'époque avait des green fingers, semble-t-il. Et donc, c'est un camélia absolument historique dont on connaît le pédigré depuis la fin du XVIe siècle. Voilà donc l'ère de service avec les instruments qui m'attendent, et vous allez voir que je vais maintenant pouvoir faire le service du thé. Le bol était un bol coréen, importé au Japon dès bien avant la campagne de Corée de la fin du XVIe siècle. La petite spatule de bambou que vous voyez à droite posée sur le bol est l'œuvre d'un grand seigneur de la guerre qui était allé se battre, lui, en Corée, et qui était un disciple de thé de Sen no Rikyu. Et donc, et puis voilà le réceptacle pour les eaux usées, le support pour le couvercle de la bouilloire, et le hishaku, donc l'écope de bambou qui sert à transférer l'eau chaude ou l'eau froide quand il le faut. Vous voyez que le récipient pour les eaux usées a une forme de double gourde renversée. C'est pourtant un bronze tibétain, 16e, 17e siècle, allez savoir, mais d'une très belle forme. Et le repose-couvercle est fait de 3 petits singes qui se tiennent les mains, tournés en rond, mais tournés vers l'extérieur, et qui rappellent que le surnom de Hideyoshi à la cour de son maître Oda Nobunaga était Saru, le singe, parce qu'il en avait l'intelligence et probablement un peu l'apparence. Et voilà que commence le service du thé épais. Je commence par, avec mon carré de soie, saluer les 4 directions, saluer les dieux et les bouddhas en premier, les ancêtres et les maîtres en second, les invités en troisième, et finalement ma propre nature de Bouddha, parce que qui ne se respecte pas ne saurait pas respecter les autres. Et puis, après avoir fait cette salutation aux 4 directions, Yoho Rei, on va ensuite purifier les objets avec le carré de soie. Me voilà en train de purifier le conteneur de céramique pour la poudre de thé, puis la spatule, et puis, ayant sorti le chasen du bol, je peux maintenant ouvrir la bouilloire, aller déposer le couvercle tout au fond
à gauche du brasero, et finalement commencer par préparer le nettoyage avec de l'eau chaude du bol et du chasen. Le chasen, c'est ce petit fouet de bambou que je tiens maintenant dans la main droite, et on le purifie avec de l'eau chaude dans le bol, et puis on regarde avec attention pour savoir s'il est véritablement complet, s'il a toutes ses dents en quelque sorte, ce qui est le cas parce que c'est toujours un chasen neuf, et finalement je peux, après avoir nettoyé et séché le bol, je peux maintenant prendre la poudre de thé, la transférer dans le bol pour servir le thé épais. Ce que je voulais signaler, c'est que j'ai utilisé un conteneur de céramique chinois qui, en principe, n'est pas vidé en le faisant tourner, mais je l'ai utilisé comme on utiliserait une céramique japonaise pour le même usage, parce que je faisais allusion au fait que Hideyoshi était parti à la conquête de la Corée dans le but de soumettre la Chine des Ming à son pouvoir. Il avait les yeux plus gros que le ventre. Mais donc, j'ai utilisé un objet karamono, c'est-à-dire un objet chinois, comme on utiliserait un objet japonais, faisant allusion donc à cette ambition que Hideyoshi avait de conquérir, de soumettre la Chine à son pouvoir. Et puis, je rafraîchis l'eau bouillante de la bouilloire avec une écopée, une louche d'eau froide avant de prendre l'eau chaude pour préparer le thé. Vous voyez que ici je lâche la flèche, c'est le geste qui est utilisé au moment, après avoir versé l'eau dans le bol sur la poudre de thé. Et là, avec le fouet, je suis en train d'agglomérer la poudre et l'eau chaude pour en faire un liquide onctueux, crémeux, couleur d'une purée d'épinards en quelque sorte, vert foncé. Ici, je rajoute peut-être encore un tout petit peu d'eau pour atteindre la densité ultime, la densité la plus favorable, la plus agréable. Et voilà, je ressors le chasen du bol, je le dépose et le bol a été transmis. Et Koga Sensei est en train d'en boire une première gorgée avant que je lui demande s'il est satisfait de ce breuvage. La réponse étant oui, il boit ses deux autres petites gorgées, puis il passe le bol à son voisin, le révérend Nakada. Vous voyez que devant le révérend Nakada, il y a une espèce de petit conteneur avec des petits papiers humides qui permettent de nettoyer le bord du bol après avoir bu, pour préparer le bol pour le suivant. Et finalement, voilà Konishi Heinai Sensei buvant à son tour le bol et admirant le résultat. Puis, moi, entre-temps, mes genoux commençaient à crier misère, et donc je me suis assis de la manière dont les samouraïs du XVIe siècle s'asseyaient eux-mêmes, pris une petite liberté avec le rituel. Et après avoir fait circuler le bol pour en admirer le satiné de ce qui reste comme thé à l'intérieur du bol, n'est-ce pas, j'ai ensuite moi-même dilué le reste du thé pour le boire. Trop dommage de simplement le jeter dans le récipient des eaux usées. Et puis là, je procède à la purification symbolique des objets avant de les présenter à l'examen de mes amis. Voilà Koga Sensei qui est en train d'examiner le chashaku.
Alors le Chashaku fait par Hosokawa Sansai Tadaoki est daté sur le tube. La datation est 1602, hiver. À Genève, qu'est-ce qui se passe en hiver 1602? C'est l'escalade. Et nous serons privés d'escalade cette année. Et donc, le plaisir d'admirer les objets, de les discuter, d'en parler, et dans le fond, d'essayer de comprendre tous les liens qui lient les objets les uns aux autres. Et c'est comme ça que le Ichizakon-ryu, que j'ai mentionné dans ma précédente conférence, se matérialise. Et la discussion, alors, est passionnante parce que Koga Kenzo Sensei, Konishi Sensei, Nakada Junna sont tous des gens de haute culture et leur connaissance de l'histoire permet d'engager la conversation assez longtemps. Je signale ici que si vous regardez, c'est un peu flou, je veux bien, mais si vous jetez un coup d'œil dans le jardin derrière Maître Koga, vous voyez un caillou qui dépasse comme ça à droite, et ça, c'est le Fujitoseki, cette fameuse pierre du jardin dont le transport avait fait l'occasion de décorer le couvercle de la boîte d'écritoire que vous avez vu tout à l'heure. C'est donc une pierre dont on connaît l'existence dans les jardins japonais depuis le XIIIe siècle. Vous voyez ici aussi les trois petits personnages qui font le repose-couvercle en bas à gauche, les trois petits singes qui font le repose-couvercle de la bouilloire et qui donc sont là pour rappeler le surnom de Hideyoshi, Saru. Ainsi, chers amis, de ces trois personnages, seul le révérend Nakada survit encore aujourd'hui. Il a 80 ans passés et il est en bonne santé, heureusement. Les deux autres ont été rejoindre les maîtres de thé d'autrefois au paradis des maîtres de thé qui existe certainement. Les objets sont retournés à leur place. Dernier échange de propos entre l'hôte d'honneur et votre serviteur. Et nous passons maintenant au second service du charbon de bois. À l'époque du brasero, le charbon de bois est plus petit, il se consomme plus vite, et donc là, on ne peut pas y échapper. Si on veut maintenir l'eau chaude correctement, il faut donc rajouter, et rajouter de l'eau aussi, il faut donc rajouter du charbon de bois pour pouvoir servir le thé mince dans la seconde scène du deuxième acte, ou la troisième scène du deuxième acte. Vous remarquerez peut-être que la plume qui est utilisée ici est une plume extrêmement magnifique, une plume de l'argus, un oiseau qui vit naturellement dans la péninsule de la Malaisie, l'argus, qui s'appelle en japonais Seiran. Seiran, c'est son nom. Et j'ai utilisé cette plume d'argus parce que Hideyoshi était censé, lui, calmer le monde en tumulte, le monde tumultueux qu'on appelle Ransei, c'est-à-dire le monde en guerre. Et donc, renverser Ransei faisait Seiran. Ce n'est pas du verlan, mais c'est presque. Et alors, mes genoux ayant décidé qu'ils ne me supporteraient pas beaucoup plus longtemps, j'ai passé la main à mon ami Sasaki, le maître Sasaki Sohaku, qui va s'occuper donc du service du charbon de bois, le second service du charbon de bois, puis du service du thé mince. Donc on rassemble ce qui reste des morceaux de charbons incandescents, on rajoute du charbon, on rajoute de l'encens, et on peut ensuite remettre la bouilloire après l'avoir complété dans son contenu d'eau. Les objets circulent à nouveau et ensuite
j'apporte les douceurs sèches qui sont servies avec le thé mince. Et ici, il s'agit d'une des pièces les plus, je dirais, remarquables de ma collection, une pièce découverte à Bâle chez un antiquaire qui n'avait pas l'idée de ce que c'était, et qui est une œuvre de Ogata Korin, grand artiste du XVIIe siècle, avec un poème célébrant justement les fleurs de cerisier. Et puis on apporte aussi, la boîte est présentée sur un plateau de laque rouge des Ming, avec une signature dessous. Et ensuite, voilà que nous apportons aussi le petit plateau à tabac pour ceux qui voudraient fumer une petite pipe. C'est tout à fait autorisé et pratiqué depuis le XVIIe siècle dans les chambres de thé. C'est probablement les Hollandais qui ont dû importer l'usage du tabac après le départ des Portugais. Voilà donc les douceurs. Ce sont des fleurs de cerisier ou des pétales de cerisier en sucre Yoshinokuzu, et puis des feuilles vertes qui, elles, ont été créées et servies pour la première fois en 1632 au troisième shogun Iemitsu, et qui a profité de cette occasion pour féliciter le producteur et lui donner le nom qu'il utilise encore aujourd'hui de Iori. C'est probablement la 15e génération de Iori qui produit ces magnifiques douceurs. Et le service du thé mince. La conversation continue. La boîte, bien entendu, attire l'attention de mes invités, qui la trouvent absolument magnifique. Et finalement, Konishi Heinai Sensei boit de son propre bol, parce que j'avais utilisé, comme parmi les 2 bols que j'ai utilisés pour le thé épais, pour les thés minces, j'ai utilisé un bol de raku rouge sortant de sa production. J'ai même aussi droit moi-même à un bol de thé mince, qui est très apprécié. L'atmosphère est détendue. Vous voyez le sourire de mon ami Sasaki au fond, en train de terminer son service. Les objets circulent de nouveau pour le plaisir de mes invités. Nakada-san a un sourire jusqu'aux oreilles. La boîte à thé en laque à décor de cerisier et de glycine circule lui aussi. Koga Sensei a demandé à voir le tube de conservation de la spatule de bambou de Hosokawa Sansai, et il l'examine avec attention. La conversation roule, et finalement, je prends congé de mes invités, ou plutôt ils sortent. Et alors vous allez voir quelque chose d'amusant. Ils sont, eux, restés assis très longtemps sur leurs genoux. Il faut faire recirculer le sang dans les jambes, et on a l'impression qu'ils sont comme des passagers qui descendent d'un bateau et qui continuent à tanguer légèrement après avoir retrouvé le plancher des vaches. Là, je suis en train, vous me voyez dans l'ombre, en train de m'incliner pour prendre congé de mes invités. Et voilà mes amis qui tanguent justement sur les pas japonais sur le chemin du retour, et qui sont en train probablement de repasser dans leur tête tout ce qu'ils ont vu, tout ce qu'ils ont partagé, et de se dire « Ah non, d'une pipe, c'était quand même quelque chose d'assez extraordinaire ». Les voilà tous les trois, vraiment on a l'impression, là, il y a Konishi Heinai, on a l'impression qu'il est en train de tanguer,
est la dernière photo de mon groupe de 3 invités à la sortie du pavillon de thé du Chinliute, et qui ensuite vont garder ces souvenirs en mémoire, comme moi-même, comme moment de grâce particulière. Ils retraversent le jardin pour retourner à leur point de départ. Et comme je l'écris ici, mes remerciements vont au révérend Nakada Junna, 103e patriarche du Daigoji de Kyoto, et une pensée émue à la mémoire de mes 2 autres invités, Chikuseo et Konishi Heinai, chers amis, regrettés et partis trop tôt. Je vous remercie de votre attention.